Je parlais dans le chapitre précédent de tous ces éco-gestes que l'on peut faire sans finalement savoir si on est en train de lutter efficacement ou non pour le climat. Eh bien, dans la question climatique, ce qui est très pratique, tu vas voir, c'est d'avoir un objectif chiffré, d'avoir un quota d'émissions de CO2 à atteindre. Ça, c'est vrai que c'est vraiment hyper motivant quand on veut agir pour le changement climatique, c'est d'avoir cet objectif qui est là en face de nous, dont on va essayer de se rapprocher le plus possible, puisque tu verras qu'à l'heure actuelle, c'est quand même encore assez difficile, mais on peut s'en rapprocher le plus possible, et c'est quelque chose de concret, de calculable, mesurable, et donc c'est quelque chose dont on a tout intérêt à se servir quand on veut avoir cette sensation de reprendre le contrôle face au changement climatique. C'est de savoir d'où on part, où on va, où on en est. Ce sera donc un élément essentiel de notre plan d'action. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objectif des 2 tonnes? Eh bien, 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, c'est tout simplement le budget CO2 à atteindre pour chaque habitant de la Terre si nous voulons tenir les objectifs climat, c'est-à-dire de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement. Ce 1,5 degré, c'est la température de réchauffement estimée par les scientifiques pour que notre planète continue à rester vivable. Pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré, les scientifiques ont estimé la quantité de CO2 qu'il restait à émettre pour ne pas dépasser cette température. Et quand ce budget a été rapporté à chaque personne et à chaque année, cela donnait une trajectoire où il fallait atteindre 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an en 2050. Pour être très transparente, cet objectif n'apparaît pas dans les rapports du GIEC. C'est un objectif qui apparaît par contre dans les Memorandum of Agreement, ça s'appelle, c'est-à-dire des engagements de villes ou de régions qui s'engagent pour le réchauffement climatique et qui s'engagent sur cet objectif des 2 tonnes de CO2 équivalent. On parle de 2 tonnes alors qu'il s'agit en réalité d'une fourchette d'émissions autour de ces 2 tonnes, mais on retiendra 2 car c'est un chiffre qui est rond, concret, clair et motivant. Haute précision, j'ai parlé de CO2 équivalent, car le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre qui est émis. Nous avons également le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, qui sont des gaz à effet de serre très puissants. Et comme leur pouvoir réchauffant est différent de celui du CO2, eh bien on ramène tout à un pouvoir réchauffant du CO2. On parle alors de CO2 équivalent. Cela permet de compter des choux et des carottes ensemble sur la même unité. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est capable de comptabiliser nos émissions personnelles et on sait qu'il faudrait arriver à cet objectif des 2 tonnes par personne et par an. Si je formule cet objectif en d'autres termes, de manière individuelle, atteindre 2 tonnes de CO2 par personne et par an, ça serait un petit peu la garantie de se dire qu'on arrête de contribuer à aggraver ce réchauffement climatique. Et ça, d'un point de vue personnel, ce serait quelque chose d'absolument formidable de se dire « Eh bien moi j'ai fait ma part, j'ai atteint mes 2 tonnes, je ne contribue plus à aggraver ce phénomène, je ne fais plus partie du problème. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui te motiverait? Sans même parler d'impact autour de soi, sans même parler de participation à une démarche collective, d'un point de vue strictement individuel, de se dire que soi-même, on ne fait plus partie de ce problème, on n'est plus responsable de l'aggravation du changement climatique. Moi déjà, ça m'ôterait un vrai poids de mes épaules. Et après, il y a cette dimension collective que tu pourras appréhender dans d'autres parcours. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif initial était de 2050. Mais dans les nouvelles versions des Memorandum of Agreement, eh bien, il est préconisé d'atteindre cet objectif le plus vite possible. En effet, nous prenons déjà du retard sur les trajectoires d'émissions qui serviraient à tenir les 1,5 degrés. Et donc ce retard devra être compensé ensuite par des baisses d'émissions de CO2 de plus en plus rapides. À titre individuel, il n'y a non plus rien qui empêche de se rapprocher de cet objectif le plus rapidement possible. Tu le verras, la plupart des leviers que nous pouvons activer pour réduire notre empreinte carbone sont des leviers que nous pouvons activer dès aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas besoin d'attendre des évolutions technologiques ni même sociétales pour activer la plupart des leviers de réduction. Comme globalement le monde prend du retard sur ses trajectoires d'émissions, eh bien, nous pouvons ainsi apporter notre pierre à l'édifice et contribuer à lancer un mouvement de décarbonation citoyen qui, je l'espère, fera boule de neige et entraînera le reste des acteurs avec lui. Tu le verras dans le chiffrage, l'objectif des 2 tonnes est compliqué à atteindre aujourd'hui.
L'objectif réaliste qu'on peut se fixer dans une situation standard, on va dire, est un objectif plutôt autour de 4 tonnes. Comme me disait un expert sur le climat, une fois qu'on a atteint ces 4 tonnes, plutôt que de passer beaucoup de temps à faire des actions de plus en plus petites qui rapportent de moins en moins de CO2 et qui prennent de plus en plus d'efforts, eh bien, il est plutôt préconisé à ce moment-là de se tourner vers une action collective et d'essayer de faire baisser l'empreinte carbone des autres. Il y a en effet des gros leviers à actionner dans l'empreinte carbone individuelle qui permettent de réduire l'empreinte carbone de plusieurs tonnes à la fois et de pouvoir approcher ces 4 tonnes de carbone qui sont un objectif réaliste aujourd'hui. Tu verras en effet que dans les 4 tonnes, il y a déjà 1,6 tonnes d'émissions de CO2 qui sont liées aux services publics, donc les hôpitaux, la justice, la police, tout ce qui concerne les services d'administration de l'État. Donc ce budget de 1,6 tonnes, évidemment, il va être réduit petit à petit au fur et à mesure que l'État agira sur ces services, mais c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de te concentrer vraiment sur ta partie individuelle à toi. Et tu vois que quand tu atteins à peu près 4 tonnes de CO2 au global, service public inclus, ça veut dire que tu serais de ton côté à 2,5 tonnes de CO2 en fait d'un point de vue strictement individuel, donc très très proche des 2 tonnes de CO2. Il n'y a donc rien d'impossible à cela. Si tu as envie d'en savoir plus sur cet objectif des 2 tonnes, sur comment l'atteindre de manière individuelle mais aussi de manière collective, je te suggère vivement de participer à un atelier 2 tonnes. C'est une association qui gère ces ateliers. Je suis moi-même animatrice des ateliers 2 tonnes en entreprise et j'adore ces ateliers puisqu'ils permettent de prendre un set d'actions individuelles et collectives et de visualiser grâce à une simulation chiffrée l'avancée de l'empreinte carbone par Français. Et c'est un atelier, c'est un atelier ludique qui permet vraiment de comprendre les mécanismes qui permettront d'arriver aux 2 tonnes et de ressortir motivé pour atteindre cet objectif. Ces parcours de formation seront ensuite là pour t'accompagner dans la mise en œuvre pratique de tes actions pour réduire ton empreinte carbone, que ce soit sur l'alimentation, les transports, les voyages, etc. Alors il y a une question que tu te poses peut-être, c'est à quoi ça ressemble concrètement de vivre à 2 tonnes de CO2 ? Est-ce qu'il s'agit de retourner à la bougie, comme on le dit souvent ? Est-ce qu'il s'agit de revenir à un mode de vie ? Est-ce qu'on est obligé de partir vivre dans un écolieu en Ardèche ou dans la Drôme ? Est-ce qu'on est obligé d'aller élever des chèvres ? Eh bien la réponse est non. Pour t'en convaincre, je suis allée faire une simulation sur nos gestes climat en prenant l'exemple d'une personne qui réussit à atteindre 3 tonnes de CO2. 3 tonnes de CO2 aujourd'hui en comptant les 1,6 tonnes de services publics. On peut donc supposer que quand les services publics se seront décarbonés, ils continueront à occuper une petite partie de notre empreinte carbone, mais représenteront quand même beaucoup moins. J'ai ainsi donc calculé l'exemple de Camille. Camille vit dans un appartement de 60 mètres carrés chauffé à l'électricité. Il vit dans une zone urbaine dense et n'a pas de voiture. Il prend les transports en commun et pour rendre visite à sa famille, il prend le train plusieurs fois par an. Pour certaines de ses vacances, il loue une voiture thermique et réalise 1000 km par an en voiture à essence. Camille n'est pas végétarien. Il a adapté ses repas pour manger moins de viande et surtout moins de viande rouge. Ainsi, il continue à manger environ 3 repas de viande par semaine. Il possède les équipements électroménagers classiques, lave-linge, lave-vaisselle, téléviseur, ordinateur. Il achète tous ces équipements d'occasion et prolonge leur vie au maximum. Il n'achète également que des vêtements d'occasion. Eh bien, avec ce mode de vie, Camille n'émet que 3 tonnes de CO2 par an. Il bénéficie pourtant de tout le confort moderne et n'est pas parti élever des chèvres en Ardèche. Il est donc possible d'atteindre ce mode de vie dès aujourd'hui ou en tout cas de s'en rapprocher en s'attaquant à des actions ambitieuses sur les 5 plus gros postes d'émissions de CO2 que nous verrons dans le chapitre suivant.